Dans mon intervention précédente, nous avons vu qu'au XIXe siècle, on a cherché un composé capable, non pas de noircir à la lumière, comme dans la photographie noir et blanc, mais un composé capable de prendre la couleur de la lumière à laquelle il est exposé. Ce composé, une fois introduit dans un appareil photographique, pourrait alors enregistrer et restituer toutes les couleurs de la nature. Cette voie, dénommée photographie couleur directe, aboutira seulement à la fin du XIXe siècle avec la spectaculaire invention de photographie couleur interférentielle de Gabriel Lippmann. Mais il était trop tard. La photographie en noir et blanc, riche de 50 années de perfectionnement et d'innovation technique, avait pris trop d'avance et ce procédé de photographie couleur interférentielle était plus un objet de curiosité, de laboratoire, qu'un outil à la portée du grand public. La photographie couleur interférentielle enthousiasme la communauté scientifique, mais pas l'industrie photographique qui ne peut l'exploiter auprès d'un grand public. Cette industrie photographique est très pragmatique. Et à la fin du XIXe siècle, elle abandonne définitivement l'idée d'introduire un procédé direct de photographie couleur pour adopter la voie dite indirecte. Car après tout, on n'a pas besoin d'avoir une multitude de colorations sur une plaque pour reproduire toutes les couleurs de la nature. Seules 3 couleurs primaires suffisent. Jung et Helmholtz l'avaient postulé, Maxwell l'avait démontré et Ducos-du-Hauron l'avait appliqué à la photographie en réalisant des tirages couleurs dès 1869. L'œil et le cerveau humain reconstituent les couleurs à partir de seulement 3 capteurs, sensibles respectivement à la lumière bleue, verte et rouge. Il était donc fondé de concevoir un procédé photographique relevant du même principe et inutile de compliquer les choses en essayant d'introduire sur une plaque autant de matière colorante que de couleurs sur le sujet photographié. 3 couleurs fondamentales seront donc le point de départ au développement de la photographie couleur par l'industrie photographique dès les années 1890. Ce sera un long cheminement, il faudra près de 100 ans pour que cette photographie couleur soit mise au point, puis définitivement adoptée par tous. Il y a donc un décalage important d'une centaine d'années entre la diffusion de la photographie noir et blanc auprès du grand public, vers les années 1880, et celle de la photographie couleur à partir des années 1980. Et c'est effectivement au cours des 2 dernières décennies du XXe siècle que la photographie couleur connaît ses années de gloire. Le volume des ventes pour la photographie couleur va croître et dépasser alors celui du noir et blanc qui sera progressivement abandonné. Pourquoi un tel décalage ? On peut y voir 3 raisons. D'abord, pour l'industrie, il y avait des verrous technologiques qu'il fallait faire sauter. Produire des tirages photographiques en couleur sur papier avec la même exigence de qualité que pour le noir et blanc obligera à investir pendant des décennies dans la recherche et le développement. Ensuite, une fois ce produit couleur disponible, il y avait des aspects financiers. Le coût d'une photographie couleur restera pendant de nombreuses années bien supérieur à celui de la photographie en noir et blanc. Et enfin, il y avait également des aspects culturels. J'ouvre ici une parenthèse sur le terme de photographie en noir et blanc. Au XIXe siècle, ce que l'on appelle une image noir et blanc était en fait une image colorée. Elle se déclinait dans toutes sortes de tonalités chaudes, d'écamailleux de sépia, brun violacé, rouge, etc. Et au XXe siècle, avec les procédés au gélatino-bromure d'argent, la photographie n'était toujours pas en noir et en blanc, mais allait des tonalités des plus sombres aux tonalités les plus claires, en passant par toute une gamme de gris. Dans le vocabulaire pictural, on désigne ce mode de représentation par grisaille. Donc plutôt que photographie noir et blanc, le terme de photographie monochrome aurait été plus pertinent. Je ne sais pas pourquoi l'expression noir et blanc a été retenue, peut-être par analogie à un autre mode de production de multiples copies comme l'imprimerie, qui à l'époque de l'introduction de la photographie était soit en noir et blanc, ou soit avec de la couleur. De 1850 à 1970, les photographes ont traduit les couleurs de la nature de façon monochrome, comme un lavier à l'encre de Chine. De cette absence de procédé couleur, les artistes photographes se sont parfaitement accommodés et ont amené la photographie noir et blanc à un summum de perfection au XIXe et pendant toute une partie du XXe siècle.
Ils sont ainsi capables de traduire et de distribuer le nombre infini de nuances de la palette des couleurs de la nature dans une gamme harmonieuse mais beaucoup plus limitée de nuances de gris. Et cela, c'était loin d'être une chose aussi simple que cela peut paraître aujourd'hui. Cela obligeait à une parfaite connaissance du matériel photographique, de ses propriétés et une grande dextérité. La parfaite maîtrise de la technique photographique était un prérequis à la pratique photographique professionnelle au XIXe et au début du XXe siècle. Pour s'en convaincre, il suffit de feuilleter d'anciens traités de photographie. Ce sont souvent des ouvrages très techniques, voire scientifiques. Cette abondante littérature n'est pas là pour prouver, pour valoriser le rôle du photographe que certains voudraient sans doute reléguer à un opérateur passif d'une image fabriquée par le soleil ou d'un pur produit de la science. Non, cette littérature est essentielle à assimiler pour qui veut rester maître des effets qu'il souhaite obtenir sur son épreuve photographique. Une telle maîtrise de la technique photographique a permis d'interpréter et de sublimer les couleurs à travers un rendu en noir et blanc déterminé, allant d'images les plus contrastées, les plus heurtées, comme cette vue d'Edward Weston, aux plus subtils et harmonieux dégradés de gris, comme dans ces platinotypes de Frederick Evans, où le sombre n'est jamais noir et le clair n'est jamais blanc. Le photographe Ansel Adams introduit, dans les années 1930, sa propre méthodologie qui lui permet de contrôler les nuances de gris dans l'épreuve finale. Cette méthode est connue sous le nom de zone system. Avec ce zone system, il peut produire l'épreuve photographique telle qu'il l'avait imaginée, prévisualisée en noir et blanc, lors de la prise de vue. En 1967, à une époque où la couleur commençait lentement à envahir le champ de la pratique photographique, Ansel Adams nous confie « Je peux parvenir à une bien meilleure notion de la couleur grâce à une image noir et blanc bien pensée et exécutée que ce que je n'ai jamais obtenu avec la photographie couleur. » Lorsque la photographie couleur apparaît à la fin des années 1930, beaucoup d'artistes photographes l'ignorent, ou alors l'adoptent uniquement pour des applications marginales correspondant à des commandes particulières ou commerciales associées à la diffusion d'images dans les magazines illustrés en couleur comme Paris Match ou Life ou pour la publicité. Ces photos, on les redécouvre aujourd'hui avec bonheur comme celles d'Ansel Adams, de Jacques-Henri Lartigue ou d'Henri Cartier-Bresson. Elles furent longtemps mises à l'index, cachées comme une déviance. Par exemple, les photographies couleur de Jean-Philippe Charbonnier pour le magazine Réalité furent présentées non pas en couleur, mais en noir et blanc pour une exposition rétrospective en 1972. Ce rejet de la couleur par les artistes photographes rappelle la querelle des coloristes qui opposaient les partisans du dessin à ceux de la couleur, les rubénistes contre les poussinistes en France dans le dernier quart du XVIIe siècle. Par leur incapacité à restituer les couleurs, la photographie et les photographes se placeraient du côté du dessin et non de la peinture. Le dessin comme technique, mais aussi le dessin SEIN, également comme idée ou projet. Le projet est une causa mentale, une chose mentale, une chose de l'esprit. Ce qui importe, c'est ce qui se passe dans la pensée, avant l'exécution de l'œuvre elle-même. Et en ce sens, l'image noir et blanc serait bien supérieure à une traduction colorée qui, de fait, limite la puissance et la liberté d'évocation suggérée par le travail de la ligne, de la forme et d'une représentation monochrome. L'artiste formalise avec une image monochrome son projet. Bien sûr, on peut développer largement cette idée qui me fut suggérée par Jacqueline Lichtenstein. Je verrai également la difficulté de transition nécessaire, conséquence d'une rupture technologique qui obligeait les professionnels à abandonner une pratique patiemment acquise pour en adopter une autre plus incertaine. La plupart des photographes professionnels qui ont pratiqué la photographie dans la première moitié du XXe siècle étaient non seulement imprégnés d'une vision monochrome de leur environnement, mais avec la photographie en noir et blanc, ils avaient la possibilité de rester totalement maîtres dans la production de leur image, ce qui n'était pas possible avec la photographie couleur à la même époque. Le traitement, le développement des photographies couleur échappait aux photographes. Elles passaient par des laboratoires spécialisés et automatisés. Et même si un photographe voulait réaliser lui-même ses développements d'images couleur, il avait une marge de manœuvre bien plus limitée sur les paramètres du traitement et le choix des papiers.
quand on sait l'importance que les photographes attachaient alors à cette maîtrise, à ces interactions dans le processus de production, on comprend leur réticence vis-à-vis de la photographie couleur. Cette impossible complicité avec le procédé fait dire à Henri Cartier-Bresson à propos de la photographie couleur que la couleur est chimique. Et il me semble qu'il entend par là que la couleur des photographies résulte d'un processus de formation purement chimique qui échappe totalement au photographe. L'artiste ne peut intervenir comme un peintre le ferait en mélangeant ses pigments, en rajoutant une pointe d'un autre colorant. Ou un tireur de photographie en noir et blanc modulerait certaines plages de l'image. Le rendu des couleurs était contraint par le procédé et le choix des marques. Lorsque vous photographiez en couleur, vous choisissiez une marque en fonction du rendu des couleurs. Kodachrome, Agfachrome, Fujichrome, chaque marque, chaque type de film avait des caractéristiques colorées en termes de saturation des couleurs, de contraste, de demi-teinte. Ces rendus colorés étaient déterminés et ajustés par les fabricants eux-mêmes. En témoigne une polémique récemment apparue aux États-Unis. On y explique que les pellicules couleur produites par Kodak entre 1940 et 1990 étaient ajustées pour rendre harmonieusement certaines couleurs de peau. L'étalonnage des couleurs d'un film se faisait en jugeant le rendu d'une photographie d'une employée de la compagnie Kodak nommée Shirley Page, qui avait la peau blanche. Et de fait, l'utilisation de telles pellicules pour photographier des personnes de couleur donnait des résultats peu satisfaisants. On comprend mieux les réticences, voire le rejet des photographes vis-à-vis de l'image en couleur dont le contrôle leur échappe. De nos jours, ces difficultés liées aux caractéristiques des pellicules et des surfaces sensibles couleur et la complexité des traitements chimiques de la photographie couleur a disparu avec la photographie numérique. Cette facilité offerte par le traitement numérique amène certains photographes aujourd'hui à numériser leurs clichés anciens, pré-numériques, aussi bien en couleur d'ailleurs qu'en noir et blanc, pour les corriger, les manipuler, afin de faire maintenant ce qu'ils n'auraient pu faire hier, un contrôle total qui rend mieux compte de leurs intentions. La photographie couleur présentait d'autres inconvénients qui lui fermaient en quelque sorte les portes du marché de l'art, l'accès aux galeries, aux musées et aux collectionneurs de l'époque. En effet, elle était peu stable et se décolorait non seulement lorsqu'elle était exposée à la lumière, mais aussi lorsqu'elle était conservée dans l'obscurité. Beaucoup viraient au jaune, au brun, au sépia, car les colorants se sont naturellement décomposés. Et je ne parle pas des images exposées à la lumière qui se sont très rapidement effacées. Bien sûr, cela n'a pas empêché certains artistes de se saisir de la couleur dans leur travail photographique, avec Stephen Shore, William Eggleston dans les années 1970. Et puis est apparue par la suite toute une génération de photographes qui se sont familiarisés avec les pellicules couleur et ont travaillé avec la photographie couleur. John Sarkowski expose au MoMA à New York des photos couleur d'Eggleston en 1976. Et ceci marque la reconnaissance de la photographie couleur comme forme artistique à part entière. Si elle n'est pas largement adoptée par les photographes à partir du milieu du XXe siècle, la photographie couleur va néanmoins investir notre environnement en étant véhiculée par les procédés de reproduction et de diffusion des arts visuels, comme le cinéma, la télévision, l'imprimerie, les magazines. La couleur en photographie deviendra ainsi peu à peu la norme, donnant un sentiment de contemporanéité et inscrira la photographie en noir et blanc dans une perspective historique. Aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, nous rattachons la photographie en noir et blanc à un passé révolu. D'ailleurs, le passage de la couleur au noir et blanc dans un film de fiction est un artifice efficace pour faire comprendre au spectateur que l'on retourne dans le passé. C'est sans doute pour ces raisons que l'on colorise de plus en plus souvent des films cinématographiques, en particulier ceux produits pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, car avec les couleurs, ils nous captivent et nous touchent davantage. Ils créent cette impression de proximité temporelle. Après ces quelques considérations culturelles, intéressons-nous à des aspects plus techniques. Il y a deux contraintes pour photographier en couleur. La première est que la plaque photographique présente la même sensibilité aux diverses lumières que l'œil humain. Or, nous avons vu
que dans les débuts de la photographie, c'était loin d'être le cas. Les premières plaques photographiques ne voient ni la lumière rouge, ni l'orangé, ni le jaune, ni le vert. Bref, une grande partie du spectre coloré lui échappe. En 1873, le chimiste Wilhelm Vogel décrit une découverte majeure qui va faciliter la photographie couleur. Il trouve le moyen de donner à la plaque photographique la même sensibilité aux couleurs que l'œil humain en ajoutant de toutes petites quantités de colorants. On appellera cela la sensibilisation chromatique. Elle sera adoptée par les industries photographiques à partir des années 1880 qui mettront en vente des plaques ou des pellicules noir et blanc sensibles à toutes les couleurs sauf à la lumière rouge, ce qui est pratique parce qu'on peut éclairer les laboratoires avec des lumières rouges. Ce seront des plaques ou des pellicules dites orthochromatiques et l'on pourra également sensibiliser des plaques photographiques à toutes les longueurs d'onde, à toutes les lumières du spectre. Elles seront alors dites panchromatiques. Si je photographie une gamme colorée avec une plaque photographique non chromatisée, je perds tous les détails dans les teintes du vert jusqu'au rouge, alors qu'une plaque panchromatique restituera toutes les nuances colorées. Alors cette découverte allait non seulement permettre de faire des photographies en noir et blanc qui rendent compte de toute la palette des couleurs, mais elle ouvrait la voie au procédé soustractif de photographie couleur qui allait dominer tout au long du XXe siècle. Grâce à la découverte de Wilhelm Vogel, on peut rendre sensible une couche photographique argentique à toutes les couleurs et cela permettra d'introduire des procédés couleurs soustractifs. On va superposer sur un support 3 pellicules photographiques sensibles à des couleurs différentes. La première couche comporte des sels d'argent sensibles à la lumière rouge. Par-dessus, on met une pellicule contenant des sels d'argent sensibles à la lumière verte. Et enfin, une couche sensible à la lumière bleue. Lors de la prise de vue, les couleurs du sujet vont traverser ces couches et impressionner sélectivement certaines de ces couches. On a ainsi réalisé en une seule opération une séparation trichrome. Si on s'arrête à cette étape et que l'on plonge la plaque ou la pellicule dans un bain de révélateur pour faire apparaître l'image, on obtient une photographie en noir et blanc. Comment introduire la couleur? C'est le chimiste Rudolf Fischer qui découvre que dans la couche sensible, une fois que le révélateur a transformé le bromure d'argent en grain d'argent, ce révélateur devient très réactif et peut s'associer à certaines molécules incolores, dénommées de façon imagée des copulants ou des coupleurs, pour former des colorants. Il suffit donc de bien sélectionner ces molécules, ces coupleurs ou ces colorants, de sorte qu'après leur réaction avec le révélateur, ils forment des couleurs particulières comme du jaune, du magenta et du cyan. C'est ce que l'on appellera le développement chromogène. Et on introduira ainsi les procédés soustractifs à développement chromogène parce que c'est lors du développement que l'on va générer la couleur dans les couches. Kodak introduit la première pellicule couleur à développement chromogène en 1936. Jean Eastman avait recruté en 1930 deux jeunes talentueux inventeurs, Léopold Manès et Léopold Godowsky. Tous deux issus d'une famille de célèbres musiciens, Léopold Godowsky père était un des pianistes les plus réputés de son époque, mais leur passion pour la photographie couleur l'emporte. Ils abandonnent la musique et s'associent pour développer un nouveau procédé qui connaîtra, grâce à la puissance de Kodak, un succès pendant plus de 60 ans. Et ce sera le fameux film Kodachrome que la France découvre après la Deuxième Guerre mondiale. On obtient ainsi une diapositive couleur avec des couleurs très vives, saturées et pratiquement pas de granulation. Un rendu coloré à l'opposé de celui des autochromes. Ces procédés seront les plus utilisés au XXe siècle et ils sont encore produits de nos jours. On fera d'abord des films en couleur comme des diapositives et plus tard des tirages sur papier. L'Allemagne était dotée d'une solide industrie autour des matières colorantes
et elle avait aussi d'excellents chimistes de la trempe d'un Wilhelm Vogel ou de Rudolf Fischer. Il n'est donc pas surprenant qu'AGFA suive de peu Kodak dans l'introduction d'un film couleur chromogène. Après ces tentatives de plaques couleur additives similaires à l'autochrome, la société produit dès 1936 des pellicules soustractives à développement chromogène. Ce sont les diapositives Agfa Color Neue. Puis des films cinématographiques couleur négatif-positif qui furent exploités par la propagande du régime nazi. À l'issue de la guerre, le patrimoine industriel d'AGFA fut partagé pour l'essentiel entre Américains et Soviétiques, la France et le Royaume-Uni restant à l'écart de ces transferts de technologie. Les modalités de cette négociation expliquent pour une part importante le retard des Européens dans les années d'après-guerre pour ce qui concerne la transition du noir et blanc vers la couleur en photographie, mais également pour le cinéma. À partir de 1945, les procédés photographiques chromogènes couleur ne cesseront de se perfectionner. Toutefois, le tournant décisif pour l'adoption de la photographie en couleur par le grand public s'amorce dans les années 1960, avec l'amélioration des films diapositives, puis dans les années 70, des laboratoires industriels pour le tirage sur papier des photographies couleur se multiplient. On assiste alors à une réelle démocratisation de la photographie couleur dont les prix s'aligneront progressivement sur ceux du noir et blanc, et après les années 1990, un tirage couleur sera moins cher qu'un tirage noir et blanc. Il n'est donc pas surprenant qu'à cette époque, 90% du marché de la photographie concerne la photographie couleur chromogène. Ces photographies couleur chromogène représentent aujourd'hui la majorité des photographies couleur du XXe siècle et elles constituent donc une part importante de notre patrimoine photographique. Ce sont des images fragiles qui se décolorent rapidement lorsqu'elles sont exposées ou conservées dans l'obscurité et certaines institutions n'hésitent pas à les conserver dans des chambres froides pour ralentir leur dégradation. Cette fragilité inhérente au procédé chromogène a été un frein à son introduction dans le marché de l'art et dans les musées et les collections. Elle va favoriser le recours à des procédés alternatifs de tirage couleur plus stables et propres à répondre aux attentes des artistes, des galeries, des collectionneurs ou des publicitaires. Les trois plus populaires seront le procédé Cibachrome, le procédé dye transfer et le procédé Fresson. Je précise ici qu'il s'agit de procédés de tirage. La prise de vue sera toujours réalisée au XXe siècle à partir d'un procédé chromogène soustractif. Le procédé Cibachrome fut connu également sous le nom de procédé à blanchiment de colorant, Silver Dye Bleach en anglais. Il relève d'une approche fondamentalement différente. Les trois colorants sont introduits lors de la fabrication de la couche sensible et ils seront détruits après exposition à la lumière et traitement dans des solutions chimiques adaptées. Le procédé Fresson, lui, est une adaptation des procédés charbon trichrome et il s'inspire directement de la méthode de Louis Ducos-Duoron. Les tirages couleurs produits par le procédé dye transfer sont obtenus par un transfert de colorant à partir de matrices de gélatine teintée. Ces matrices de gélatine teintée sont en fait des tirages photographiques correspondant aux trois couleurs de la sélection trichrome. Si on les plonge dans un bain de colorant, ces matrices vont absorber des colorants proportionnellement à la densité de l'image en noir et blanc. Et il suffit ensuite de les presser contre une feuille de papier gélatinée pour que ces colorants migrent, soient transférés sur ce nouveau support. Le procédé dye transfer fut largement utilisé dans la publicité et le marché de l'art jusqu'entre 1940 et 1990. Des œuvres de grands photographes comme William Eggleston, Helen Levitt et Ernest Haas furent produites avec le procédé dye transfer. On peut signaler également des procédés de photographie instantanée comme Polaroid, Fuji ou Kodak. Ils relèvent d'autres technologies très élaborées de migration de colorants à travers des couches jusqu'à une couche réceptrice où ils formeront une image définitive. Ces procédés sont en général plus stables dans le temps que les procédés chromogènes, mais ils ne représentent qu'une toute petite part du marché de la photographie. Vous voyez que l'histoire technique de la photographie couleur au XXe siècle est riche. Les techniques exploitées par les diverses sociétés qui produisent des surfaces sensibles couvrent des procédés et des principes très différents
qui sont aujourd'hui rendus obsolètes et ne sont plus rentables avec la concurrence du numérique. Ces procédés couleurs qui furent l'aboutissement et la somme de multiples recherches et de nombreuses contributions scientifiques et techniques disparaissent les uns après les autres et sans doute à jamais. Il sera toujours possible de reconstituer dans son garage une plaque photographique en noir et blanc ou un tirage en noir et blanc, mais sûrement pas une photographie couleur chromogène ou à blanchiment de colorant, qui requiert un savoir-faire, des outils industriels, un contrôle de la qualité impossible à assurer artisanalement, et de surcroît, ces techniques sont protégées par des brevets et des secrets de fabrique. L'impression à jet d'encre a pris le relais. Elle permet aux photographes aujourd'hui d'exploiter au mieux ces clichés par le choix de ses encres et de ses supports. Je ne saurais dire s'il s'agit encore là de photographie ou d'images imprimées, mais cela a-t-il vraiment une importance? L'essentiel est bien que ces nouveaux procédés traduisent et transmettent au mieux les intentions des artistes. Je vous remercie de votre attention.